Je ne sais pas par où commencer, mais peut-être que commencer par le début m'aidera à donner un sens à tout cela. Je n'aurais jamais pensé que je finirais par écrire mon histoire ici, mais ces derniers temps, je me sens comme si j'étouffais sous le poids de mes propres souvenirs. Peut-être que le partager m'aidera à comprendre ce qui s'est passé, ou au moins m'aidera à cesser de me sentir comme si je me noyais dans ma propre tête. Grandir n'a pas été facile. Mes premiers souvenirs sont de moi, assis seul dans un coin de ma classe de maternelle, faisant semblant de dessiner des super-héros comme les autres enfants. Mais la plupart du temps, j'essayais simplement d'être invisible. Même à ce moment-là, quelque chose en moi ne correspondait pas. Je ne comprenais pas pourquoi les autres enfants se moquaient de moi ou chuchotaient à mon sujet dans mon dos. Tout ce que je savais, c'est que j'étais différent, et être différent n'était pas bon. Le harcèlement a commencé tôt. Au début, c'était des petites choses, une poussée ici, un commentaire cruel là. Je me souviens d'une fois en 2e année où un enfant appelé Trevor m'a enlevé ma chaise juste au moment où j'allais m'asseoir. Je suis tombé par terre, j'ai manqué de souffle et tout le monde s'est mis à rire. L'institutrice n'a rien fait. Je me souviens seulement qu'elle m'a regardé comme si j'étais le problème, comme si je n'aurais pas dû tomber. Au fur et à mesure que je grandissais, le harcèlement empirait. Quand j'étais au collège, j'étais leur cible favorite. Les enfants ont un moyen de détecter la faiblesse, et ils pouvaient voir que je n'allais pas me défendre. Je ne savais pas comment faire. J'étais timide, maladroit et passais la plupart du temps la tête baissée, essayant d'éviter le contact visuel. Ils m'insultaient, me poussaient contre les casiers, répandaient des rumeurs sur moi. Il y a eu une rumeur qui a persisté pendant des années, que je m'étais fait dessus pendant le cours de gym. Ce n'était pas vrai, mais personne ne s'en souciait. Chaque jour, quelqu'un faisait un commentaire à ce sujet, riant comme si c'était la chose la plus drôle du monde. Le lycée devait être meilleur. Du moins, c'est ce que tout le monde disait. Termine juste le collège, me disait-il. Le lycée sera différent. Ils avaient tort. En fait, c'était pire. J'étais toujours la cible, et maintenant le harcèlement était plus sophistiqué. Ils ne me poussaient pas seulement, ils m'humiliaient de manières qui ont laissé de profondes cicatrices. Je n'oublierai jamais la fois où quelqu'un a piraté mon courriel et a envoyé une lettre d'amour à une fille de ma classe, en la signant de mon nom. Elle l'a lu à haute voix devant tout le monde, la voix ruisselant de sarcasme alors qu'elle faisait semblant de s'évanouir. Tout le monde a ri. J'ai senti ma face brûler de honte, voulant disparaître. Je n'ai jamais eu de vrais amis, du moins pas de vrais. Il y avait un couple de gars qui me toléraient, mais même gardaient leur distance. Personne ne voulait être associé aux garçons harcelés. C'était comme si j'avais une cible permanente dans le dos, et quiconque s'approchait trop se retrouverait pris dans les tirs croisés. Je passais la plupart de mes déjeuners cachés à la bibliothèque, faisant semblant de lire alors qu'en réalité j'essayais juste de survivre une journée de plus sans m'effondrer. L'école n'était pas seulement difficile sur le plan social, elle l'était aussi sur le plan scolaire. Je n'ai jamais été bon étudiant. Peu importe combien j'essayais, la matière ne m'entrait tout simplement pas comme aux autres. Les mathématiques étaient un cauchemar. J'ai encore des cauchemars sur ces équations d'algèbre, les nombres et les lettres tournant ensemble dans un gâchis confus qui n'avait aucun sens, peu importe combien de fois je les regardais. Ce n'était pas seulement les mathématiques. Chaque matière se sentait comme une montagne que je ne pouvais pas escalader. Les professeurs s'en fichaient. Pour eux, j'étais juste un autre enfant paresseux qui ne faisait pas d'efforts. Ils ne voyaient pas les heures que je passais à la maison penché sur mes manuels scolaires, essayant de comprendre, essayant d'être assez bon. Mes parents n'ont pas aidé. Ce n'étaient pas de mauvaises personnes, pas vraiment, mais ils ne me comprenaient pas. Mon père était le genre de personne qui croyait à la main dure. Il pensait que s'il me poussait assez fort, j'arriverais finalement à la hauteur. Il n'était pas abusif, mais il était toujours déçu. Je pouvais le voir dans la façon dont il me regardait, la façon dont ses épaules s'affaissaient lorsqu'il voyait un autre examen raté. Ma mère était plus silencieuse à ce sujet, mais je pouvais remarquer qu'elle était aussi déçue. Elle voulait que je sois comme les autres enfants, ceux qui obtenaient des notes excellentes, qui pratiquaient des sports et qui rendaient leurs parents fiers. Mais je ne l'étais pas. Je ne pouvais pas l'être. Le pire, c'était les comparaisons constantes. Mon frère aîné, Alex, était tout ce que je n'étais pas. Il était intelligent, athlétique et populaire. L'enfant d'or. Alex n'a jamais eu à étudier. Il passait à travers l'école comme si de rien n'était, collectionnant les trophées et les éloges comme s'il s'agissait de rubans de participation.
Mes parents l'adoraient, et tout le monde aussi. Lors des réunions de famille, les gens lui posaient des questions sur ses derniers exploits, ses projets d'avenir, pendant que je m'asseyais là, invisible, en attendant que personne ne me pose de questions. Quand j'étais en dernière année de lycée, je tenais à peine le coup. Je savais que je devais faire quelque chose de ma vie, mais je ne savais pas quoi. L'université semblait un rêve impossible. Mes notes étaient terribles et je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Tout le monde semblait avoir tout réglé. Ils savaient à quelles universités ils allaient postuler, quelle carrière les intéressait. Je ne pouvais même pas imaginer être accepté quelque part. J'ai fait une demande d'admission dans quelques universités communautaires, non pas parce que je pensais que j'entrerais, mais parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. J'avais peur de ce qui se passerait si je n'entrais nulle part. L'idée de rester dans ce petit village, coincé avec mes parents pour toujours, me remplissait d'une sorte de terreur que je ne pouvais même pas exprimer avec des mots. Je devais partir. Je devais m'échapper d'une manière ou d'une autre. Par un miracle, j'ai été accepté dans une université communautaire à quelques heures de chez moi. Ce n'était pas prestigieux, en aucun cas, mais c'était quelque chose. C'était une échappatoire. J'avais peur de partir, mais en même temps, je savais que je devais le faire. Rester dans ce village, rester avec mes parents, ressemblait à une condamnation à mort. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je savais que je ne pouvais pas rester. Quitter la maison a été plus difficile que je ne l'avais prévu. Non pas parce que j'étais triste de partir, je ne l'étais pas, mais parce que je n'avais aucune idée de ce que je faisais. J'ai fait mes valises dans quelques vieilles valises, je les ai jetées dans le coffre de ma voiture délabrée et je suis parti sans regarder en arrière. Je me souviens du voyage de façon vive. Mes mains tremblaient tout le temps et je ne pouvais pas m'empêcher de penser à tout ce qui pouvait mal tourner. Que se passerait-il si j'échouais? Que se passerait-il si je ne pouvais pas me débrouiller seul? Que se passerait-il si je finissais par revenir la queue entre les jambes, un échec comme tout le monde l'avait toujours espéré? Lorsque je suis arrivé à l'université, c'était tout ce que j'avais imaginé et plus encore, petite, délabrée, avec des bâtiments qui semblaient n'avoir pas été rénovés depuis les années 70. Ma chambre était minuscule, à peine assez grande pour un lit et un bureau, et le colocataire qui m'avait été assigné était bruyant et désagréable. Mais peu importe. J'étais libre. Pour la première fois de ma vie, libre du jugement constant, du harcèlement, des attentes. Pour la première fois, j'avais l'occasion d'être quelqu'un de nouveau. Mais ce n'était pas si facile. L'université devait être un nouveau départ, mais il n'a pas fallu longtemps pour que les vieux démons me rattrapent. J'ai eu des difficultés dans mes cours, comme au lycée. Peu importe combien j'étudiais, la matière ne semblait jamais avoir de sens. Je passais des heures à la bibliothèque à regarder des manuels scolaires jusqu'à ce que mes yeux se brouillent, mais cela ne servait à rien. Je réussissais à peine, et je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que j'échoue complètement. Sur le plan social, les choses n'allaient pas beaucoup mieux. Je ne savais pas comment me faire des amis. J'ai essayé, mais je restais ce garçon maladroit qui ne savait pas comment parler aux gens. Les autres étudiants semblaient former des groupes sans effort, tandis que je passais la plupart de mon temps seul. Je déjeunais seul, je marchais seul en cours et je passais les week-ends enfermé dans ma chambre, faisant semblant d'être occupé pendant que tous les autres sortaient et s'amusaient. Il n'a pas fallu longtemps avant que je commence à m'effondrer. Le stress d'essayer de suivre mes cours, combiné à la solitude, était plus que je ne pouvais gérer. J'ai arrêté d'aller en cours. Au début, ce n'était que 1 ou 2 jours ici et là, mais finalement, j'ai complètement arrêté d'y aller. Je n'y arrivais pas. Chaque fois que je m'asseyais pour étudier, je sentais que j'étouffais, et chaque fois que j'entrais dans une salle de classe, je sentais que tout le monde me regardait, me jugeait, sachant que je n'avais pas ma place là. Je n'ai pas dit à mes parents ce qui se passait. Je ne le pouvais pas. Ils ne comprendraient jamais. Mon père m'aurait dit de surmonter ça, d'arrêter d'être faible, et ma mère se serait simplement déçue de cette manière silencieuse qui faisait encore plus mal que la colère de mon père. Alors je me suis gardé ça pour moi, faisant semblant que tout allait bien, même si je savais que tout s'effondrait. Je ne savais pas quoi faire. Une partie de moi voulait fuir, disparaître, recommencer ailleurs. Mais où irais-je? Je n'avais nulle part où aller, et je n'avais personne vers qui me tourner. J'étais pris au piège. Les murs se refermaient et je ne savais pas comment sortir. Finalement, j'ai fait ce que je faisais toujours quand les choses devenaient trop difficiles, je me suis éteint. J'ai arrêté de répondre aux appels de mes parents, j'ai arrêté de parler à mon colocataire,
j'ai arrêté de sortir de ma chambre complètement. J'ai passé des semaines enfermé dans cette petite chambre, à peine manger, à peine dormir, juste exister. Mes notes ont chuté, mais je m'en fichais. Cela ressemblait à la fin du chemin. Puis, un jour, je me suis brisé. Je ne sais pas ce qui l'a déclenché. Peut-être l'idée de devoir faire face à mes parents lorsqu'ils découvriraient que j'avais échoué, ou peut-être simplement le poids de tout qui m'écrasait à la fois. Mais quelque chose en moi s'est brisé. Je n'y arrivais plus. Je ne pouvais plus continuer à vivre comme ça. J'ai fait mes bagages, j'ai pris l'argent qu'il me restait et je suis parti. Je ne l'ai dit à personne. Je suis juste sorti par la porte et j'ai continué à marcher, sans savoir où j'allais, j'avais juste besoin de m'échapper. Je n'avais pas de plan. Je ne savais pas ce que j'allais faire ou où j'allais aller. Tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais plus rester là plus longtemps. Je devais trouver quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux, quelque chose qui ait un sens. Peut-être que je fuyais, ou peut-être que j'essayais de me trouver moi-même. Je n'en suis toujours pas sûr. Le jour où j'ai laissé tout derrière moi, je ne savais pas si j'avais pris la pire décision de ma vie ou la meilleure. Peut-être les deux. Je suis sorti de cette chambre avec rien de plus qu'un sac de toile accroché à mon épaule et le peu d'argent que j'avais réussi à économiser. Je n'étais pas sûr de savoir où j'allais ou ce que je ferais, mais il y avait quelque chose de libérateur dans l'incertitude. J'avais passé toute ma vie coincé par les attentes des autres, par mes échecs, par mes propres doutes paralysants. C'était la première fois que je sentais que j'avais pris le contrôle, même si je n'avais aucune idée de ce que je faisais. J'ai fini dans une ville à environ 4 heures de là où j'avais commencé. Ce n'était pas la métropole animée que l'on voit dans les films ou dont on rêve quand on s'imagine recommencer. C'était plutôt un petit village délabré en périphérie d'une ville plus grande, le genre d'endroit où les gens passent en route pour aller ailleurs. Mais pour moi, c'était parfait. Personne ne me connaissait ici, et personne ne s'en souciait. Je pouvais disparaître, me fondre dans le décor et planifier mon prochain mouvement sans que personne ne me regarde par-dessus l'épaule. Au début, je vivais dans un motel bon marché. C'était le seul endroit que je pouvais me permettre. La chambre sentait le moisi, le papier peint se décollait et le matelas avait des bosses. Mais il était à moi. Les premiers jours ont été les plus difficiles. Je marchais sans but dans la ville, à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, qui me donnerait une sensation d'orientation. Je passais mes journées dans les restaurants et les cafés, en prenant des tasses de café bon marché et en écoutant les habitants bavarder sur leur vie. C'était étrange d'entendre les gens parler de leurs problèmes quotidiens alors que toute ma vie s'était effondrée. Je me suis vite rendu compte que je ne pouvais pas survivre comme ça longtemps. Mes économies s'épuisaient et je ne voulais pas revenir ramper chez mes parents. J'avais besoin d'un travail. Mais sans compétences réelles et un dossier scolaire irrégulier, mes options étaient limitées. J'ai postulé à quelques endroits, restaurants de restauration rapide, épiceries, stations-service, n'importe où qui embauchait. La plupart d'entre eux ne m'ont même pas rappelé. Puis, un jour, alors que je marchais dans une ruelle, j'ai vu une pancarte dans la fenêtre d'un petit bar lugubre appelé The Rustinel. La pancarte disait « Aide recherchée ». Aucune expérience nécessaire. Ce n'était pas exactement ce que j'avais en tête pour mon avenir, mais à ce moment-là, je n'étais pas en position d'être exigeant. Je suis entré et j'ai demandé le gérant. C'est là que j'ai rencontré Carmen, la propriétaire des lieux. Carmen était une femme dure d'âge moyen avec un accent new-yorkais prononcé et une attitude sérieuse. Elle avait les cheveux courts et gris qu'elle gardait attachés sous une casquette de baseball, et elle portait une veste en cuir qui semblait avoir connu des jours meilleurs. Son visage était plein de rides et ses mains étaient calleuses, mais il y avait quelque chose en elle qui imposait instantanément le respect. « Tu es là pour le travail ?» a-t-elle demandé, me regardant de haut en bas avec un œil sceptique. « Oui », ai-je dit, essayant de ne pas paraître aussi désespéré que je me sentais. « Je n'ai pas d'expérience, mais je suis très travailleur et je peux apprendre. » Carmen a haussé un sourcil. « Tu ressembles à un garçon qui n'a jamais travaillé un jour de sa vie. Quelle est ton histoire ?» J'ai hésité, ne sachant pas combien en révéler. « Je cherche juste un nouveau départ », ai-je dit, en restant vague. Carmen m'a regardé un instant, puis a haussé les épaules. « D'accord, mec. On a tous des histoires. Tu peux commencer demain. Salaire minimum, mais si tu restes, je te donnerai quelques pourboires. Deal. » Ce n'était pas beaucoup, mais c'était quelque chose. J'ai acquiescé. Deal.
Le Rustinel était un bar miteux en tout point. Les planchers étaient collants, les tabourets branlaient et la clientèle était brute. Mais c'était un travail et j'étais reconnaissant pour ça. Mes premières semaines ont été une confusion de longues heures, apprenant à servir des boissons, à nettoyer après les clients bruyants et à naviguer dans le flux constant de drames qui semblaient suivre l'endroit. Les habitués du Rustinel étaient un groupe éclectique. Il y avait Jerry, un vieil homme grisonnant qui passait la plupart de ses journées penché sur le comptoir, en buvant du whisky bon marché et en marmonnant à lui-même sur les bons vieux temps. Puis il y avait Lisa, une serveuse qui travaillait dans le bar depuis des années. Elle était mordante, riait facilement et avait un cœur d'or sous son extérieur dur. Lisa m'a pris sous son aile et m'a appris les règles, m'apprenant tout, de la façon de gérer les clients ivres à la façon d'éviter le mauvais côté de Carmen. Plus je travaillais là-bas, plus je me rendais compte que le Rustinel n'était plus qu'un simple bar. C'était un endroit où les gens venaient pour s'échapper, pour oublier leurs problèmes, ne serait-ce que pour quelques heures. Et d'une manière étrange, il est devenu ça pour moi aussi. J'ai commencé à sentir que j'appartenais, comme si j'avais trouvé un endroit où on ne me jugeait pas et on ne me méprisait pas. Carmen s'est avérée être une patronne étonnamment décente. Malgré son extérieur bourru, elle ne tolérait les bêtises de personne, mais elle n'hésitait pas non plus à vous taper dans le dos si vous faisiez du bon travail. Pour la première fois de ma vie, je ne faisais pas que survivre, je commençais à sentir que je pouvais construire quelque chose. Ce n'était pas glamour, et ce n'était pas ce que j'avais imaginé pour moi, mais c'était le mien. Au fil du temps, j'ai commencé à m'habituer aux choses. Le travail n'était pas facile, mais je me suis habitué aux longues soirées, aux clients ivres et à l'agitation constante. Carmen a vu que j'étais fiable et a commencé à me donner plus de responsabilités. Je ne faisais plus que nettoyer ou servir des boissons. J'aidais à l'inventaire, à passer des commandes et même à gérer le bar les soirs où elle n'était pas là. C'est à cette époque que j'ai commencé à penser à ce que je voulais pour mon avenir. Le Rustinel n'était pas la fin pour moi, je le savais. Mais c'était la première fois que j'avais un sens de l'orientation, une sensation que je pouvais vraiment faire quelque chose par moi-même. J'ai commencé à économiser chaque centime que je pouvais. J'avais un vague rêve d'avoir quelque chose qui soit à moi un jour, une entreprise où je pourrais prendre les décisions et ne pas avoir à rendre de compte à personne d'autre. Je ne savais pas comment j'allais le réaliser, mais l'idée m'est restée gravée. Et puis il s'est passé quelque chose qui a tout changé. C'était un vendredi soir et le bar était plein. Il y avait la foule habituelle, ainsi que quelques nouveaux visages que je n'avais jamais vus auparavant. L'un de ces visages appartenait à un type appelé Dylan, un habitué qui était généralement réservé, mais toujours poli. Ce soir-là, cependant, quelque chose n'allait pas. Dylan avait bu plus que d'habitude et semblait tendu, comme s'il était nerveux. Au début, je n'y ai pas pensé beaucoup. Les gens venaient au Rustinel pour se défouler tout le temps. Mais ensuite, soudainement, une bagarre a éclaté. Je n'ai pas vu comment ça a commencé, mais avant que je ne m'en rende compte, Dylan avait donné un coup de poing à un autre type dans le bar, et le chaos a éclaté. Les gens criaient, les chaises étaient renversées et Carmen criait à tout le monde de se calmer une fois pour toutes. J'ai couru pour essayer de les arrêter, mais avant que je puisse arriver là, Dylan a sorti un couteau. Tout s'est passé si vite. Une seconde, j'essayais de me frayer un chemin dans la foule, et la suivante, Dylan avait poignardé le type avec lequel il se battait. Le type s'est effondré, en se saisissant le côté, avec une mare de sang au sol. Pendant un moment, tout le bar s'est figé, regardant en état de choc. Et puis, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur, les gens ont commencé à crier et à courir vers la porte. Je me souviens être resté là, à regarder la scène devant moi, le cœur battant dans ma poitrine. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant. Carmen était déjà au téléphone avec la police, mais cela a semblé une éternité avant qu'il n'arrive. Dylan a essayé de s'enfuir, mais une paire des autres habitués ont réussi à l'aborder et à le retenir jusqu'à l'arrivée de la police. Ce soir-là a tout changé. Le type que Dylan a poignardé a survécu, mais de justesse. Dylan a été arrêté, et le Rustinel est devenu la comédie du village. Les affaires ont ralenti après ça. Les gens avaient peur de revenir, et Carmen était inquiète pour l'avenir du bar. J'ai pensé que ça pourrait être la fin pour le Rustinel, et par extension, pour moi. Mais Carmen n'était pas du genre à abandonner facilement. Elle s'est battue pour garder le bar ouvert, et peu à peu, les choses ont commencé à s'améliorer à nouveau. Cependant, ce n'était plus pareil. Il y avait une tension dans l'air, une sensation que les choses pouvaient mal tourner à tout moment.
Et je me suis rendu compte que je ne voulais pas passer le reste de ma vie dans un endroit comme ça, en regardant toujours par-dessus mon épaule, en attendant que le prochain désastre arrive. C'est alors que j'ai pris une décision. Je n'allais pas laisser ça être la fin de mon histoire. J'avais travaillé trop dur, j'étais allé trop loin, pour laisser ma vie retomber dans le chaos. Je voulais plus. J'avais besoin de plus. Alors j'ai commencé à chercher des opportunités. Je n'avais pas beaucoup d'études formelles, mais j'avais beaucoup appris en travaillant au Rustinel. Je savais comment diriger une entreprise, comment gérer l'inventaire, comment traiter avec les gens, même les plus difficiles. J'ai commencé à faire quelques recherches, en lisant sur les prêts aux petites entreprises et en cherchant des endroits où je pourrais commencer quelque chose qui soit à moi. Ce n'était pas facile. J'ai passé des mois à planifier, à économiser et à essayer de trouver comment faire fonctionner les choses. Il y a eu des moments où j'ai pensé à abandonner, des moments où j'ai senti que le rêve m'échappait. Mais chaque fois que j'avais envie d'abandonner, je pensais à d'où je venais, à l'enfant qui avait été harcelé, à qui on avait dit qu'il ne réussirait jamais à rien, et je continuais. Finalement, j'ai trouvé un petit espace à louer en ville. Ce n'était pas grand-chose, juste une petite vitrine dans une rue calme. Mais c'était abordable, et ça me faisait du bien. J'ai demandé un prêt, j'ai utilisé toutes mes économies et j'ai investi tout ce que j'avais pour lancer ma propre entreprise. Je ne voulais pas ouvrir un bar après ce qui s'était passé au Rustinel. Je n'avais aucun désir de gérer ce genre de chaos à nouveau. À la place, j'ai décidé d'ouvrir un petit restaurant, quelque chose de simple mais avec du cœur. Je l'ai appelé The Corner Café. Ce n'était pas luxueux, juste un endroit où les gens pouvaient venir manger de la bonne nourriture, du bon café et faire une pause dans la folie du monde. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un succès instantané, mais à ma grande surprise, les gens ont commencé à entrer. Au début, c'était lent, seulement quelques clients ici et là. Mais le bouche à oreille a fonctionné. Les gens aimaient l'ambiance chaleureuse, la nourriture maison et le fait que ça ressemblait à un endroit où ils pouvaient se détendre. J'ai embauché un couple d'employés pour m'aider, Megan, une étudiante qui travaillait à temps partiel comme serveuse, et Carlos, un cuisinier talentueux qui avait été licencié de son emploi précédent. Ils étaient tous les deux très travailleurs et nous sommes rapidement devenus une petite famille. Diriger le café était un travail dur, mais c'était différent de tout ce que j'avais fait auparavant. C'était le mien. J'avais le contrôle. Et pour la première fois, je sentais que je construisais quelque chose de réel, quelque chose qui comptait. Le Corner Café a grandi lentement mais constamment. Nous avons commencé à avoir plus d'habitués et, finalement, nous avons eu assez de travail pour devoir embaucher plus de personnel. J'ai élargi le menu, en proposant des options de petit déjeuner et de déjeuner, et j'ai même commencé à faire un peu de traiteur. Ce n'était pas une grande source de revenus, mais c'était assez pour vivre, et j'étais heureux. Mais, bien sûr, la vie a une façon de vous lancer des balles courbes quand vous vous y attendez le moins. Un jour, environ un an après avoir ouvert le café, j'ai reçu un appel de Carmen. Je n'avais pas parlé avec elle depuis un certain temps. Le Rustinel avait fermé peu de temps après l'incident du coup de couteau, et elle avait déménagé de la ville. Quand j'ai répondu au téléphone, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. Carmen avait l'air vaincue. Juste au moment où je pensais être enfin libre, que j'avais laissé derrière moi tout le bagage de mon passé et que je pouvais enfin aller de l'avant avec ma vie, mes parents sont apparus. C'était une matinée typique au Corner Café. Nous avions notre flux habituel de clients entrant petit à petit pour prendre leur petit déjeuner et leur café. J'étais au comptoir, en train de travailler sur des papiers, quand j'ai levé les yeux et je les ai vus se tenir à la porte. Mes parents. Je ne les avais pas vus depuis plus de 2 ans, pas depuis que j'étais parti à l'université et que j'avais finalement disparu pour commencer une nouvelle vie. Les voir m'a paralysé sur place. Mon père était là, debout, les bras croisés, les yeux plissés dans ce regard familier de désapprobation. Ma mère était à ses côtés, les lèvres pincées, un masque de frustration contenu sur son visage. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Peut-être était-il là pour essayer de se réconcilier, ou peut-être voulait-il simplement voir ce que j'avais fait de moi-même. Une petite partie de moi espérait même qu'ils étaient venus pour me féliciter pour ce que j'avais accompli, même si au fond je savais que ce n'était pas pour ça qu'ils étaient là. Ils n'ont rien dit au début, ils ont juste regardé autour du café comme s'ils l'évaluaient, le jugeaient et, par extension, me jugeaient moi. L'air entre nous était chargé de tensions tacites, le poids de toutes les années de déception et de frustration pesant lourdement. J'ai rompu le silence en premier. « Que faites-vous ici ?
Mon père a fait un pas en avant, la voix froide et ferme. Nous devons parler, fils. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Je ne les voulais pas là, je ne voulais pas avoir cette conversation. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas simplement leur dire de partir sans les écouter. Je leur ai fait signe de s'asseoir à l'une des tables, et ils l'ont fait. Ma mère s'est installée sur la chaise avec un soupir, comme si tout cela était une grande gêne pour elle. Nous avons entendu parler de ton petit commerce, a dit mon père, sur un ton qui ruisselait de condescendance. Oui, ai-je dit, essayant de garder la voix ferme. Et alors? Ma mère a regardé mon père avant de parler. Tu n'as pas cru qu'il était approprié de nous demander la permission? J'ai scié, ne sachant pas si je l'avais bien entendu. Permission? Pourquoi? Pour ça. Mon père a fait un geste autour du café d'un mouvement ample. Tu n'as pas le droit d'ouvrir ton propre commerce sans nous en parler d'abord. Je les ai regardés avec incrédulité. De quoi parlez-vous? Je n'ai pas besoin de votre permission pour diriger mon propre café. Je suis un adulte. Je vis seul depuis des années. L'expression de mon père s'est durcie. Tu restes notre fils, et ça signifie que tu suis nos règles. Tu as toujours été une déception, et maintenant tu essaies de te faire un nom sans nous. C'est insultant. J'ai serré les poings sous la table. La colère bouillonnait en moi, mais j'ai essayé de la maîtriser. Je ne vous dois rien, ai-je dit, la voix basse et ferme. Vous ne pouvez plus contrôler ma vie. Ma mère a soupiré dramatiquement, comme si c'était elle qui souffrait. Tu as toujours été si ingrat, après tout ce que nous avons fait pour toi. Tout ce que vous avez fait pour moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire amèrement. Vous voulez parler de toutes ces années où vous m'avez dit que je n'étais pas assez bon? De me comparer à Alex? De me faire sentir comme un raté? Le visage de mon père est devenu rouge de colère. Sois respectueux, jeune homme. Non, ai-je dit, me levant de table. J'en ai fini. J'ai travaillé trop dur pour en arriver là, et je ne vais pas vous laisser entrer ici et me dire ce que je peux et ne peux pas faire. C'est alors que mon père a lancé la bombe. Si tu ne fais pas ce qu'il faut et que tu ne nous donnes pas le café, nous te le prendrons. Je l'ai regardé fixement, sans comprendre ce qu'il voulait dire. Me le prendre? Comment? Ma mère a souri, mais c'était un sourire froid et calculateur. Nous allons te poursuivre pour la propriété. Tu n'as pas le droit à ce café, pas sans notre bénédiction. J'ai senti le sol se déplacer sous mes pieds. Me poursuivre? C'était de la folie. Mais ils ne plaisantaient pas. Ils étaient venus ici avec un plan, et ils étaient tout à fait prêts à me retirer tout ce pour quoi j'avais travaillé. Vous ne pouvez pas être sérieux, ai-je dit, la voix tremblante. Oh, nous sommes sérieux, a dit mon père, se levant et se penchant sur moi. Nous avons déjà parlé à notre avocat. Les papiers sont en train d'être déposés. Tu auras bientôt de nos nouvelles. Avec ça, ils se sont retournés et sont partis, me laissant là, debout sous le choc, le poids de leurs menaces tombant sur moi comme un raz-de-marée. Mon esprit tournait. Comment pouvaient-ils me faire ça? Pourquoi voudraient-ils le faire? Quelle raison possible pouvaient-ils avoir pour vouloir me retirer quelque chose qui était à moi, quelque chose à la construction duquel ils n'avaient pas participé? Mais je savais pourquoi. Il ne s'agissait pas du café. Il s'agissait de contrôle. Il s'agissait du fait qu'ils n'ont jamais pu accepter que je puisse être quelque chose par moi-même, que je puisse faire quelque chose de moi-même sans eux. Ils avaient toujours eu besoin de me garder sous leur contrôle, pour s'assurer que je sache que je n'étais pas assez bon. Et maintenant, ils allaient essayer de détruire tout ce que j'avais construit, juste pour prouver qu'ils avaient encore du pouvoir sur moi. La poursuite est arrivée plus vite que je ne l'avais prévu. En une semaine, j'ai reçu une lettre officielle de leur avocat, affirmant qu'ils avaient le droit de prendre possession du café parce qu'ils avaient contribué à mon éducation et à mon éducation, et par conséquent, ils avaient une participation financière à mon succès. C'était absurde. Ils n'avaient pas contribué un seul centime au café. Je l'avais fait tout seul. Mais ça ne les a pas empêchés de poursuivre leur attaque juridique. J'ai engagé mon propre avocat, un homme appelé Ethan Blake, spécialisé en droit des petites entreprises. Ethan était rusé, pondéré et avait la réputation d'être impitoyable devant les tribunaux. Quand je lui ai expliqué la situation, il a hoché la tête avec incrédulité. C'est ridicule, a-t-il dit. Ils n'ont pas de dossier. Il n'y a aucune base légale pour qu'ils réclament la propriété de ton entreprise.
Mais, peuvent-ils gagner, ai-je demandé, la voix pleine d'anxiété. Ethan a hésité, l'expression sérieuse. Le problème, c'est qu'ils ont intenté le procès dans une juridiction qui est connue pour être rapide dans ses décisions. S'ils ont les bonnes connexions et peuvent faire en sorte que ça ait l'air que je leur dois quelque chose, ils pourraient influencer le juge. C'est une possibilité lointaine, mais on ne peut pas l'écarter. Je ne pouvais pas croire que ça se produisait. Mes propres parents essayaient de me retirer la seule chose que j'avais construite, la seule chose qui me donnait un sentiment de but et de fierté. Et ils pourraient vraiment gagner. La date du procès a été fixée, et à mesure que le jour approchait, mon anxiété ne faisait qu'augmenter. Je continuais à repasser dans ma tête tous les résultats possibles, en imaginant comment ils déformeraient le récit, comment ils feraient en sorte que ça ait l'air que je leur devais tout. J'avais peur de perdre le café, de perdre tout ce pourquoi j'avais travaillé si dur. Quand le jour est finalement arrivé, la salle d'audience était plus petite que je ne l'avais prévu. Mes parents étaient assis d'un côté, flanqués de leur avocat, un homme élégant et sûr de lui qui suintait l'arrogance. Je m'asseyais de l'autre côté, avec Ethan à mes côtés, son visage un masque de détermination. Le procès a été rapide, presque trop rapide. L'avocat de mes parents a présenté un récit qui me peignait comme un fils ingrat qui avait volé le café à ses parents, qui avait soi-disant investi dans mon éducation et méritait une compensation. Ils ont allégué que je n'avais pas le droit à l'entreprise parce que je n'avais jamais complètement rompu les liens avec ma famille et que, par conséquent, je leur devais une partie de mon succès. Je voulais me lever et crier. C'étaient tous des mensonges, des demi-vérités tordues conçues pour me faire paraître comme le méchant. Mais je savais qu'il valait mieux ne pas perdre mon sang-froid. Ethan s'est battu dur, en présentant des preuves que j'avais commencé le café entièrement par moi-même, sans aucune aide financière de mes parents. Il a soutenu que leur demande était sans fondement, qu'ils essayaient simplement d'exercer un contrôle sur moi. Mais à la fin, ça n'a pas importé. Le juge a statué en leur faveur. J'ai senti comme si on m'avait arraché le sol sous les pieds. Je suis resté là, debout, engourdi, pendant que le juge déclarait que mes parents avaient droit à la propriété partielle du café. Ils n'avaient pas gagné le contrôle total, mais c'était suffisant. Suffisant pour que je sente que j'avais perdu. Suffisant pour que je sente qu'ils avaient gagné. En sortant de la salle d'audience, mes parents semblaient satisfaits, victorieux. Mon père m'a lancé un regard qui disait « Je te l'avais bien dit ». Ma mère ne s'est même pas donné la peine de me regarder. Je ne savais pas quoi faire. Le café était ma vie, mon gagne-pain, et maintenant ils en avaient une partie. Je me suis senti piégé, acculé, comme si on m'avait enlevé ma liberté à nouveau. Mais je n'allais pas abandonner. Pas cette fois. Quelques jours plus tard, alors que j'étais assis dans mon appartement, en regardant les registres financiers du café et en essayant de trouver comment j'allais aller de l'avant, une idée m'est venue. C'était risqué et ça rouvrirait de vieilles blessures, mais je savais que c'était la seule façon de contre-attaquer. J'allais les poursuivre en justice. Pas pour le café, mais pour ce qu'ils m'avaient fait étant enfant. J'avais passé toute ma vie à essayer d'oublier les abus, à essayer de les surmonter. Mais ils avaient toujours été là, rôdant dans le fond, modelant qui j'étais. Les abus émotionnels et psychologiques, la dénigrement constante, la façon dont ils m'avaient fait sentir inutile. Je ne les avais jamais confrontés, je n'en avais jamais parlé. Mais maintenant, je me rendais compte que je devais le faire. J'ai contacté Ethan et je lui ai raconté mon plan. Au début, il a hésité, incertain de savoir si nous pourrions gagner. Mais il a compris pourquoi j'avais besoin de le faire. On peut construire un dossier, a-t-il dit, mais ça va être difficile. Tu devras être prêt à ce qu'il joue sale. Je savais qu'il le ferait. Mes parents avaient passé toute leur vie à faire semblant d'être la famille parfaite, que tout allait bien. Ils feraient n'importe quoi pour protéger cette image. Mais je m'en fichais. Je devais faire ça pour moi-même. Pour l'enfant qui avait été harcelé et méprisé toute sa vie. Pour la partie de moi qui n'avait jamais guéri. Nous avons déposé la plainte, en alléguant des abus émotionnels et en réclamant des dommages et intérêts pour les préjudices psychologiques qu'ils m'avaient causés. Il ne s'agissait pas de l'argent. Ça, je m'en fichais. Il s'agissait de les tenir responsables, de les confronter enfin d'une manière que je n'avais jamais pu faire auparavant. Quand mes parents ont reçu la plainte, ils sont devenus furieux. Ils m'ont appelé, m'ont crié dessus, m'ont menacé. Mais je ne me suis pas rétracté. J'ai laissé Ethan gérer toute la communication avec leur avocat et j'ai refusé d'interagir avec eux directement. Le procès a été brutal.
L'avocat de mes parents a essayé de me peindre comme un fils ingrat, quelqu'un qui inventait des histoires d'abus pour se venger d'avoir perdu l'affaire du café. Ils ont amené des membres de la famille, même des parents éloignés, pour témoigner que mes parents avaient été de bonnes personnes, aimantes, que j'avais toujours été l'enfant à problème. Mais nous avions des preuves. J'avais gardé des journaux étant enfant, en écrivant tout ce qui s'était passé, chaque fois qu'il m'avait dénigré, chaque fois qu'il m'avait comparé à Alex. Nous avions aussi des témoignages d'anciens amis de la famille qui avaient été témoins de la façon dont mes parents me traitaient, qui avaient vu les dommages émotionnels que ça m'avait causé. À mesure que le procès se prolongeait, il est devenu évident que mes parents étaient en train de perdre. Leur image soigneusement élaborée de la famille parfaite était en train de s'effondrer, et la vérité était en train de sortir au grand jour. Pour la première fois, ils ne pouvaient pas contrôler le récit. Et puis est arrivé le coup de grâce. Pendant le contre-interrogatoire, Ethan a posé à mon père une question qui a choqué toute la salle d'audience. « Monsieur Walters, avez-vous déjà dit à votre fils qu'il était un raté ? Qu'il ne réussirait jamais à rien ?» Mon père a hésité, puis a essayé de se dérober. J'ai peut-être été dur avec lui, mais c'était pour son propre bien. Avez-vous déjà dit, mot pour mot, qu'il ne réussirait jamais à rien ? Le visage de mon père est devenu rouge, et pendant un moment, il a semblé qu'il allait exploser. Mais ensuite, sous le poids des preuves et de la pression, il s'est effondré. Oui, a-t-il admis, la voix basse et en colère. Je l'ai fait. La salle d'audience était silencieuse. Ma mère avait l'air horrifiée, comme si la réalité de ce qui se passait finissait par s'imposer. Quand le verdict est arrivé, je pouvais à peine le croire. Le jury a statué en ma faveur, déclarant mes parents coupables d'abus émotionnels et psychologiques. Ils ont été condamnés à verser des dommages et intérêts, mais plus important encore, ils ont été tenus responsables de ce qu'ils m'avaient fait. Ça ne s'est pas arrêté là. En raison de la nature des abus et des preuves que nous avions présentées, l'affaire a été renvoyée au procureur du district, et mes parents ont été accusés de négligence et de mise en danger d'un mineur. Le procès qui a suivi a été encore plus épuisant, mais à la fin, ils ont été déclarés coupables et condamnés à la prison. Je suis resté dehors devant le tribunal, en regardant mes parents être emmenés, menottes au poignet. J'aurais dû me sentir triomphant, mais à la place, je ne me suis senti que fatigué. C'était fini. Après toutes ces années, c'était enfin fini. Le café est toujours le mien, et je le dirige toujours. Mais tout semble différent maintenant. Il y a une tranquillité dans ma vie que je n'avais jamais connue auparavant, une sensation de paix à laquelle je m'habitue encore. Mes parents sont en prison, et même si ce n'est pas quelque chose que j'ai jamais voulu, c'est ce qui devait se produire. Ils m'avaient contrôlé pendant trop longtemps, et maintenant j'étais libre. Ça a été un long chemin pour en arriver là, et je sais que je n'ai pas fini de guérir. Mais pour la première fois, je sens que je peux respirer, comme si je pouvais enfin aller de l'avant sans que le poids du passé ne m'entraîne vers le bas. Je reste cet enfant qui a été harcelé, qui a lutté, qui ne s'est jamais senti assez bon. Mais maintenant, je suis aussi quelque chose de plus. Je suis quelqu'un qui s'est défendu, qui a pris le contrôle de sa propre vie et qui s'est finalement libéré.